Il pensait que sa valeur nette lui donnait le droit de la rabaisser. Il pensait que le tablier qu'elle portait définissait son intelligence. Caleb Anthony, un homme qui déplaçait les marchés avec un murmure, fit l'erreur fatale de supposer que le silence signifiait la stupidité. Il la traita d'analphabète devant toute l'élite de Manhattan. Il ne savait pas que la femme versant son vin n'était pas juste une serveuse. Elle était une prodige se cachant à la vue de tous. Et quand elle a finalement ouvert sa bouche, elle ne s'est pas juste défendue. Elle démantela son existence entière en 5 langues différentes. Ceci est l'histoire du dîner qui choqua New York. La pluie martelait contre les fenêtres, un verre renforcé de l'eau, le joyau de la scène culinaire de Manhattan. À l'intérieur, le monde était sec, parfumé à l'huile de truffe blanche et à l'argent ancien. L'éclairage était tamisé, teinté d'ambre, conçu pour faire scintiller les diamants et disparaître les rides. Pour Elena Vance, la lumière ambrée était juste une autre couche de chaleur dans un corps déjà suffocant. Elena ajusta la ceinture de sa jupe noire. C'était une taille trop grande, un article de seconde main d'une serveuse qui avait démissionné il y a 2 semaines en larmes. Elena n'avait pas le luxe de démissionner. Le solde de son compte bancaire était actuellement de 42 $ et l'établissement de soins de son père dans le Queens venait d'augmenter de nouveau ses frais mensuels. La table 4 est la tienne, Vance. Ne gâche pas ça. Jean-Luc, le gérant de Salon, siffla à son oreille. Jean-Luc était un homme qui transpirait abondamment malgré la climatisation agressive. Il serra son presse-papier comme un bouclier. « Nous avons un VIP, un T-VIP. » Elena lissa son tablier. « Qui est-ce? »« Jean-Luc. Caleb Anthony. » Il murmura le nom comme si c'était une malédiction ou une prière. « Fonds spéculatif, Anthony. » Il a acheté le bâtiment d'en face juste pour le démolir pour une vue. Il est difficile. Il amène un invité, garde la tête baissée, s'éclaircit la gorge, verse de la droite. Et pour l'amour de Dieu, ne parle pas à moins qu'on ne te parle. Caleb Anthony. Elena sentit un nœud froid se serrer dans son estomac. Elle connaissait le nom, non pas des tabloïds, bien qu'il y soit souvent, sortant généralement avec des mannequins de la moitié de son âge. Elle connaissait le nom des dossiers légaux poussiéreux sur lesquels son père pleurait avant que la AVC ne lui enlève l'esprit. Anthony était le raider d'entreprise qui avait démantelé la maison d'édition de son père, Vance et Fils, pièce par pièce, dépouillant les actifs et laissant les employés sans rien. Il était la raison pour laquelle elle avait quitté son programme doctoral à Oxford. Il était la raison pour laquelle elle portait des plateaux de foie gras au lieu de terminer sa thèse sur les dialectes distincts des langues romanes. « Je peux le gérer », s'éclaircit la gorge, dit Elena, sa voix stable, bien que ses mains tremblaient légèrement derrière son dos. « Tu ne gères pas un requin, Elena. » Jean-Luc claqua, essuyant son front. « Tu essayes juste de ne pas saigner dans l'eau. Va. » Elena sortit sur le parquet. Le restaurant était un théâtre de l'absurdement riche. À la table 2, un PDG de la technologie portait un sweat à capuche qui coûtait plus cher que le loyer annuel d'Elena. À la table 6, une célèbre actrice picorait une feuille de laitue avec l'intensité d'un expert en désamorçage de bombes. Mais la table 4 était le centre de gravité. Caleb Anthony était assis là, prenant plus de place qu'un homme ne le devrait. Il était à la fin de la cinquantaine, aux cheveux argentés, avec un visage qui semblait avoir été taillé dans le granit et l'auto-importance. Son costume était sur mesure de Savile Row, bleu nuit. En face de lui était assise une jeune femme, peut-être 22 ans, faisant défiler sans intérêt sur son téléphone. Elle portait une robe rouge qui criait à l'attention. Pourtant, Anthony semblait l'ignorer entièrement. Elena s'approcha de la table. Elle prit une inspiration, enterrant la fille qui se souvenait de la faillite et convoquant la serveuse qui avait besoin des pourboires. « Bonsoir. Bienvenue à Lyon, » dit Elena, sa voix douce, professionnelle, se fondant dans le bruit de fond du cristal qui tinta. « Mon nom est Elena et je m'occuperai de vous ce soir. »
Anthony ne leva pas les yeux. Il inspectait le lourd menu relié en cuir comme s'il cherchait une faute de frappe pour poursuivre en justice. Il agita une main de manière dédaigneuse dans sa direction, sans établir de contact visuel. « De l'eau, aboya-t-il pétillante, et pas cette bibine domestique. Apportez le Pellegrino et assurez-vous que la glace est pilée, pas en cubes. Je déteste le bruit des cubes frappant le verre. »« Bien sûr, monsieur, » dit Helena. « Et changez cette serviette, » ajouta-t-il, levant enfin les yeux, ses yeux froids et prédateurs. Il pointa un doigt manucuré vers le tissu en lin. « Il y a un pli sur le coin gauche. Ça a l'air bâclé. Le gérant sait-il que vous dressez les tables comme un restaurant de bord de route? » La serviette était impeccable. Le pli était un tour de l'éclairage, mais Elena connaissait le jeu. Vous ne gagnez pas en ayant raison. Vous gagnez en étant invisible. Je m'excuse, monsieur. Je la remplacerai immédiatement. Alors qu'elle étendait la main vers la serviette, Anthony tourna son attention vers sa cavalière. « Julianne, range le téléphone. Tu as l'air d'une adolescente. Nous sommes ici pour discuter de ton allocation, pas pour vérifier Instagram. » Julianne soupira, laissant tomber le téléphone sur la table avec un bruit. « Tu es d'humeur, Caleb. Je suis d'humeur parce que l'incompétence m'entoure, » dit Anthony, sa voix assez forte pour que les tables voisines l'entendent. Il regarda Elena, qui posait une nouvelle serviette identique. « Voyez, est-ce si difficile? Il faut un certain niveau d'intelligence pour comprendre les normes. Malheureusement, ce niveau est rare de nos jours. » Helena se figea pour une microseconde. L'insulte était désinvolte, jetée comme un rappeur usagé. Incompétence. Elle finit de placer la serviette. « Je reviendrai avec votre eau sous peu, monsieur Anthony. » Alors qu'elle s'éloignait, elle l'entendit rire. Un son sec et rauque. Jolie fille. Un peu lente cependant. On le voit dans les yeux. Vacant. Probablement abandonné le lycée pour courir après une carrière de mannequin qui n'est jamais arrivée. Helena entra dans la cuisine, les lourdes portes battantes coupant son rire. Elle saisit le bord du comptoir en acier inoxydable, ses jointures devenant blanches. « Ça va, Vance? » demanda un cuisinier de ligne, retournant d'une coquille Saint-Jacques. « Bien, » murmura Helena. Elle ferma les yeux et récita une ligne de l'enfer de Dante dans l'italien original pour stabiliser sa respiration. « Non ragionium dore maguarda et passa. » Ne parlons pas d'eux, mais regardons et passons. Elle saisit le Pellereau. Elle n'allait pas juste le servir, elle allait lui survivre. S'éclaircit la gorge. Mais elle n'avait aucune idée que ce soir, Caleb Anthony ne cherchait pas un serveur. Il cherchait un sac de frappe. Le tour des amuse-gueules était un champ de bataille. Caleb Anthony traitait le menu non pas comme une liste de nourriture, mais comme un test de la patience de l'Elena. Il demanda l'origine des huîtres. Il exigea de savoir de quelle ferme spécifique provenaient les micro-pousses. Quand Helena répondit correctement, citant la ferme dans le nord de l'État de New York, il l'accusa de mentir pour avoir l'air impressionnante. « Vous lisez juste un script. » Anthony ricana, jetant le menu sur la table. « Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Vous n'avez probablement jamais mis les pieds dans une ferme, encore moins goûté une huître Kumamoto de votre vie. Vous mangez quoi? Des hamburgers, des pizzas. » Julianne gloussa nerveusement. « Caleb, arrête. Tu m'embarrasses. Je t'éduque, Julianne. Tu dois être exigeante avec ces gens. » Il gesticula vaguement vers Helena. « Ils comptent sur notre passivité. Si vous ne les poussez pas, ils vous donnent de la médiocrité. » Helena se tint parfaitement immobile, les mains jointes derrière son dos. « Êtes-vous prête à commander votre plat, monsieur? »« L'ovale, » dit Anthony, « mais dites au chef que je veux la sauce à part. Je ne veux pas que le poulet se noie dans le vin. Ça masque la saveur de la viande bon marché. Notre viande est d'origine locale et est de la plus haute qualité, monsieur, » dit Helena doucement. « Mais je noterai la source à part. Et pour le vin, » Anthony claqua des doigts. « Envoyez le sommelier. Je ne veux pas que vous tâtonniez avec le bouchon et que vous mettiez de la poussière de liège dans une bouteille à 3000 $. » Helena hocha la tête. « Notre sommelier, M. Henderson, est actuellement à la cave pour faire l'inventaire.
mais il a sélectionné les accords pour ce soir. Cependant, si vous le souhaitez, je suis entièrement formé au service du vin. Anthony la regarda, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Il se pencha en arrière, la regardant de haut en bas avec un dédain ouvert. S'éclaircit la gorge. « Vous êtes formé? » Il rit. « Chérie, ouvrir une bouteille de bière avec un briquet à une fête étudiante n'est pas du service du vin. Je cherche un Château Margaux 1996. Savez-vous même comment prononcer ça? Ou m'avez-vous juste entendu le dire? » Helena sentit une piqûre aiguë de chaleur derrière ses yeux. Le Margaux 1996, un millésime magnifique et complexe. Elle se souvint de son père ouvrant une bouteille de cela pour son 21e anniversaire avant la chute. Ils avaient discuté des notes de Cassie et de Violette pendant 1 heure. Chat Margaux, première Grand Cœur Classe, 1996. Helena dit, sa prononciation impeccable, les voyelles françaises arrondies et précises. Un excellent choix, monsieur. Il est connu pour ses tanins soyeux et sa langue finale. Les yeux d'Anony se plissèrent. Il n'aimait pas être surpris. Il n'aimait pas que le domestique parle la langue du maître. « Ne me perroquez pas, cracha-t-il. C'est ennuyeux. Va chercher la bouteille et apporte la carafe. Si vous cassez le bouchon, je le déduirai de vos pourboires, qui, à en juger par votre performance jusqu'à présent, ne seront pas beaucoup. » Helena tourna sur son talon. Elle alla à la station de vin. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'une rage qui bouillonnait du fond de son estomac. Elle sélectionna soigneusement la bouteille. Elle récupéra la carafe en cristal. Quand elle revint à la table 4, Anthony était au milieu d'une histoire. Alors j'ai dit au conseil, « Si vous ne coupez pas le fonds de pension, l'action s'effondre. C'est des maths simples. Qui se soucie si quelques centaines de retraités perdent leurs avantages? Ils auraient dû mieux économiser. C'est la sélection naturelle. Les intelligents survivent. Les analphabètes périssent. » Analphabète. Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Helena posa la carafe. Elle lui présenta l'étiquette. S'éclaircit la gorge. Il l'écarta d'un geste sans regarder. Versez le juste. Dieu, pourquoi tout est une cérémonie avec vous les gens? Helena commença le rituel. Elle coupa la feuille, elle essuya le col, elle inséra le tire-bouchon. Le mouvement était fluide, pratiqué, élégant. Elle tira le bouchon en douceur. Pas de son, pas de carcasse. Elle versa un petit goutte dans son verre. Anthony le ramassa, le fit tourner agressivement et prit une gorgée. Il grimaça. « C'est bouchonné », annonça-t-il bruyamment. Helena marqua une pause. « Monsieur, j'ai dit que c'est bouchonné. Êtes-vous sourde en plus d'être incompétente? Ça a le goût de chien mouillé et de carton. » Il claqua le verre, renversant, s'éclaircit la gorge, du vin rouge sur la nappe blanche immaculée. Helena regarda la tache. Ça ressemblait à une blessure par balle sur le tissu. « Monsieur, dit Helena, sa voix baissant d'une octave, devenant plus d'acier. J'ai inspecté le bouchon moi-même. Il est en parfait état. Le vin a été conservé à 13 degrés avec 70% d'humidité. Peut-être les tanins sont-ils juste plus serrés que vous ne l'attendiez. » Le restaurant devint silencieux. Le bruit des fourchettes s'arrêta aux tables voisines. Une serveuse ne corrigea pas Caleb Anthony. Le visage d'Anony prit une nuance de cramoisie qui correspondait au vin. Il se leva lentement. C'était un homme grand, imposant, habitué à faire rapetisser les gens avec sa taille. « M'avez-vous juste corrigé ?» murmura-t-il, sa voix tremblant de menace. « Je me tiens simplement à la qualité du vin, monsieur. Toi, petite fille stupide. » Anthony siffla. « Vous êtes une serveuse, vous portez des assiettes, vous essuyez des tables, vous ne me parlez pas de vin. J'ai des chaussettes qui coûtent plus cher que votre éducation. » Il ramassa la bouteille de Margaux, la bouteille à 3000 $, et la poussa vers elle. « Enlevez ce vinaigre et amenez-moi le gérant. Je veux que vous soyez viré. Je veux que vous soyez dans la rue où est votre place. Vous êtes évidemment analphabète aux manières du monde si vous pensez pouvoir me parler comme ça. » « Analphabète »
répéta Helena. Oui, je sans éducation. Commun. Il ricana, se penchant de près. Je parie que vous pouvez à peine lire le menu en anglais et encore moins comprendre le vin français. Vous êtes ici parce que vous n'avez pas d'autres compétences. Vous êtes un marque-place, un zéro. Juliane baissa les yeux vers ses genoux, embarrassé. Jean-Luc, le gérant, sprintait à travers la salle à manger, son visage pâle comme un fantôme. Mais il était trop tard. Elena regarda Caleb Anthony. Elle regarda l'homme qui avait ruiné son père. Elle regarda l'homme qui pensait que l'argent était un substitut à l'humanité. Elle posa la bouteille sur la table avec un bruit sourd définitif. Elle enleva son tablier. Elle le plia soigneusement et le plaça sur le dossier de la chaise vide. « Monsieur Anthony, » dit Helena. Et cette fois, sa voix n'était pas la voix douce et soumise d'une serveuse. C'était la voix projetante, résonnante d'une femme qui avait défendu sa thèse devant le jury linguistique le plus coriace d'Oxford. « Vous avez utilisé ce mot analphabète 3 fois ce soir, commença-t-elle. Je ne pense pas qu'il signifie ce que vous pensez qu'il signifie. » Jean-Luc arriva à la table. « Helena, s'il vous plaît. » Helena leva une main, le faisant taire. Elle ne rompit pas le contact visuel avec Anthony. « Puisque vous êtes si préoccupé par mon éducation, continua-t-elle, peut-être devrions-nous mener cette conversation dans une langue plus digne de votre statut. L'anglais semble trop commun pour vous. » Et puis Helena Vance prit une inspiration et l'atmosphère à Luo changea. La pression de l'air chuta. La tempête était sur le point d'éclater. Le silence à Luo était absolu. Même la musique jazz ambiante semblait s'estomper en arrière-plan. Tous les yeux, le PDG de la technologie, l'actrice, les mondains étaient fixés sur la table 4. Caleb Anthony cligna des yeux, confus par le changement soudain dans le comportement d'Elena. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à des supplications. Il ne s'attendait pas au regard froid et analytique d'une égale. « Excusez-moi. » Anthony ricana, essayant de retrouver son équilibre. « Fais-tu une dépression nerveuse, Jean-Luc? Fais-la sortir d'ici. » Helena ignora le gérant. Elle fit un demi-pas vers la table, sa posture passant de la servitude au commandement. « Monsieur Anthony, » commença-t-elle, son français rapide et impeccable, bien plus natif que les quelques mots prétentieux qu'Anthony avait lancés plus tôt. « Monsieur Anthony, vous confondez l'arrogance avec l'intelligence. Ce vin n'est pas bouchonné. Il a simplement besoin de respirer, tout comme votre esprit semble avoir besoin de s'ouvrir. » La bouche d'Anthony s'ouvrit légèrement. Il comprenait le français de lycée assez pour commander sur un menu, mais c'était du français parisien complexe et rapide. Il saisit le ton, mais la nuance lui échappa. « Parlez anglais, » aboya-t-il. « Arrête de babiller. » Helena ne cligna pas des yeux. Elle changea instantanément. Elle demanda en allemand. Les sons gutturaux étaient nets, percussifs, le frappant comme des coups physiques. « Portfolio. Vous croyez que l'argent vous achète la classe. Mais la classe, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas dans un portfolio. Vous insultez les gens qui servent votre nourriture parce qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes petit. » Le visage d'Anthony passa du rouge au violette. Il regarda Juliane puis Jean-Luc. « Que dit-elle? Me te menace-t-elle, elle? »« Elle parle allemand, monsieur. » Jean-Luc balbutia, terrifié. « Je sais que c'est de l'allemand, » cria Anthony. « Faites-la arrêter. » Mais Helena ne faisait que commencer. Elle se tourna vers Juliane, son expression s'adoucissant légèrement, passant à l'italien, musical, expressif et plein de tristesse. Helena dit doucement, « Mademoiselle, je vous plains. Un homme qui traite mal ceux qui le servent vous traitera mal dès que votre beauté s'estompera. Fuyez tant que vous le pouvez. » Les yeux de Juliane s'écarquillèrent. Elle comprit l'italien. Elle avait étudié l'histoire de l'art à Florence. Son visage rougit et elle regarda Anthony avec une soudaine prise de conscience naissante. Elle dit, Juliane commença à murmurer. « Je me fiche de ce qu'elle a dit. » Anthony frappa son poing sur la table, faisant claquer les couverts. « Vous êtes viré. M'entendez-vous? Viré.
Je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. S'éclaircit la gorge, Elena rit. C'était un rire authentique, dépourvu de peur. Elle changea de nouveau, cette fois en mandarin chinois. Les tons étaient parfaits, montant et descendant avec une cadence précise, dit-elle calmement. Vos menaces sont sans signification pour moi. Vous pensez tout contrôler, mais vous ne pouvez même pas contrôler votre propre tempérament. La vraie pauvreté n'est pas un manque d'argent, mais un manque de vertu. Le PDG de la technologie à la table 2, qui faisait des affaires importantes à Shanghai, laissa tomber sa fourchette. Il laissa échapper un sifflement bas. « Nom d'un chien !» s'éclaircit la gorge, murmura-t-il à son compagnon de dîner. « Ces tons sont meilleurs que ceux de mes traducteurs. » Anthony haletait maintenant. Il se sentait encerclé, bien que ce ne soit qu'une femme debout devant lui. Il sentit les yeux de la pièce le déshabiller. C'était lui l'analphabète maintenant. Incapable de décoder les messages qui lui étaient livrés en face. « Sortez !» cria Anthony, se levant et pointant la porte. « Sécurité !» Elena tint bon. Elle fit un dernier pas en arrière, créant une scène pour sa finale. Elle le regarda droit dans les yeux et parla en latin, la racine des langues qu'elle venait de manier, la langue de la loi, de l'histoire et de la fondation de la civilisation qu'Anthony prétendait représenter. Quod sumus hoc itis, cita-t-elle, sa voix résonnant dans le restaurant silencieux. Sic transit gloria mundi. Ce que nous sommes, vous le serez. Ainsi passe la gloire du monde. Elle marqua une pause, laissant les mots anciens planer dans l'air. Puis elle revint à l'anglais clair et net d'une érudite d'Oxford. Vous m'avez traité d'analphabète, Monsieur Anthony. Pourtant, je viens de m'adresser à vous dans les 5 langues que j'ai utilisées pour écrire ma thèse de doctorat en linguistique comparative. Je parle ces langues pour comprendre le monde. Vous utilisez votre unique langue pour le rabaisser. Elle tendit la main dans la poche de son tablier, qui était maintenant drapé sur la chaise, et en sortit un stylo à bill bon marché. Elle le jeta sur la table à côté du vin bouchonné. Mon nom est Elena Vance, fille de Robert Vance. Vous vous souvenez de lui? Vous avez acquis cette maison d'édition il y a 6 ans. Vous l'avez traité d'obsolète pendant la prise de contrôle hostile. Le stress lui a donné un AVC 3 mois plus tard. Anthony se figea. La couleur quitta son visage instantanément. Le nom Vance le frappa plus fort que l'allemand ou le mandarin. C'était un fantôme de son grand livre. Robert. Vance, murmura-t-il. Il est dans une maison de retraite dans le Queens. Elena dit, sa voix tremblant légèrement d'émotion maintenant. Je travaille en double quart ici pour payer sa physiothérapie parce que vous avez dépouillé son fonds de pension pour gonfler votre bonus cette année-là. Je ne vous sers pas parce que je suis stupide. Je vous sers parce que vous avez volé mon futur pour acheter ce costume. Elle regarda autour de la pièce. Chaque convive regardait. Les téléphones étaient sortis. Le PDG de la technologie enregistrait. Julianne regardait Anthony avec horreur. « Je démissionne, dit Elena à Jean-Luc. Jean-Luc, je suis désolé, mais je ne peux plus respirer cet air. » Elle se tourna vers Anthony une dernière fois. S'éclaircit la gorge. « Profitez du Margot, Caleb. Il n'est pas bouchonné, mais il pourrait avoir un goût un peu amer maintenant. » Elena se tourna et marcha vers la sortie. Le son de ses chaussures de travail sensées sur le parquet était le seul son dans la pièce. Alors qu'elle atteignait la porte, un lent applaudissement commença. C'était le PDG de la technologie. Il se leva. Puis l'actrice à la table 6 se leva. Puis Julianne, la cavalière d'Anony, repoussa lentement sa chaise et se leva. Caleb Anthony se tenait seul à sa table, entouré d'une ovation debout qui n'était pas pour lui. Il baissa les yeux vers le verre de vin, sa main tremblant si fort que le liquide ondula. Mais l'histoire ne se termina pas là parce qu'à l'ère d'Internet, rien ne reste à l'intérieur du restaurant. La lourde porte en chêne de Lyo se referma derrière Elena, coupant instantanément les applaudissements. Le silence de la rue était discordant. L'adrénaline qui l'avait soutenu à l'intérieur, qui lui avait permis de se tenir droite comme une reine vengeresse,
s'évapora dans l'air froid de la nuit de Manhattan. À sa place, une vague écrasante de nausée la submergea. Ses genoux fléchirent et elle s'appuya contre le mur de briques rugueux de la ruelle, haletant pour respirer. Il pleuvait plus fort maintenant. L'eau traversa sa fine blouse blanche et la jupe noire trop grande, la glaçant jusqu'aux os. Elle regarda ses mains. Elles tremblaient violemment. « Qu'ai-je fait ?» murmura-t-elle au trottoir mouillé. « Qu'ai-je juste fait ?» La victoire était un mirage. La réalité était les 42 $ sur son compte bancaire. La réalité était le loyer dû dans 3 jours. La réalité était le médicament dont son père avait besoin, qui n'était pas couvert par l'assurance d'État. Elle n'avait pas juste quitté un emploi. Elle avait coupé sa bouée de sauvetage. Dans le monde du service haut de gamme, la nouvelle voyageait vite. Caleb Anthony n'allait pas juste la virer. Il la mettrait sur liste noire. Aucun établissement de haute cuisine à New York n'embaucherait la serveuse qui avait humilié un milliardaire. Elena commença à marcher vers la station de métro, ses chaussures s'essassaient éclaboussant dans des flaques d'huile et d'eau sale. Elle se serra, essayant de rester au chaud. Elle se sentit petite de nouveau. L'érudite était partie. La fille en difficulté restait. « Attendez, Elena !» La voix vint de derrière elle. Elena se tourna, s'attendant à moitié à ce que Jean-Luc vienne lui crier dessus, ou peut-être la sécurité venant la détenir. C'était Juliane. La jeune femme à la robe rouge courait sur le trottoir, tenant ses talons dans une main, ignorant la ruine de son brushing coûteux. Elle rattrapa Elena, essoufflée, frissonnant dans le froid. « Vous avez laissé ça », allaita Juliane, tendant une épaisse enveloppe. C'était l'enveloppe de pourboire en espèces habituellement laissée sur la table pour le maître d'hôtel. Je l'ai prise de la table. Caleb ne sait pas. Il est toujours en train de regarder le mur. Elena regarda l'enveloppe. Je ne peux pas prendre ça. C'est du vol. Ce n'est pas du vol, insista Juliane, la poussant dans la main froide et humide d'Elena. C'est des indemnités de départ, s'il vous plaît. Elena regarda dans les yeux de Juliane. À l'intérieur du restaurant, Juliane avait semblé superficielle, une caricature de petite amie trophée. Dehors, sous la pluie, dépouillée de la prétention, elle avait l'air terrifiée et jeune. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Elena doucement. Juliane regarda de nouveau vers le restaurant, la peur gravée sur ses traits. « Parce que vous avez dit ce que je voulais dire depuis 2 ans. Vous m'avez parlé italien. Vous m'avez dit de courir. » Les larmes se mêlèrent à la pluie sur son visage. « Je ne sais pas si je peux courir encore. Il paie l'appartement de ma mère. Mais en vous regardant, ça a déclenché quelque chose. Vous étiez courageuse. Je voulais aider la fille courageuse. » Elena resserra sa prise sur l'enveloppe. Elle la sentit épaisse. Peut-être 500 $, peut-être plus. C'était une semaine de sécurité. « Merci, » murmura Elena. Et, dit Juliane reculant, il appelle ses avocats. Il appelle tout le monde. Il veut vous détruire. Disparaissez, Elena. Juliane se retourna et courut vers la chaleur du luxe abusif. Elle n'était pas prête à partir, laissant Elena seule sous le lampadaire. Elena descendit les escaliers du métro, l'odeur d'ozone et de vieilles ordures l'accueillant. Elle glissa sa carte de métro 2,75 déduit. Elle avait 39 ou 25 restants à la banque. Elle s'assit sur le banc en plastique orange du train, entourée de navetteurs fatigués. Un homme en face d'elle était endormi, bouche ouverte. Un adolescent écoutait de la musique, la tête dodelinant. Aucun d'eux ne savait qu'il y a 10 minutes, elle avait démantelé un titan de l'industrie. Ici, elle n'était qu'une autre femme mouillée et épuisée en uniforme se dirigeant vers les banlieues extérieures. Elle ne vérifia pas son téléphone. Elle ne pouvait supporter de regarder. Elle ferma juste les yeux et appuya sa tête contre la fenêtre qui claquait, priant pour que l'enveloppe dans sa poche soit suffisante pour lui acheter un peu de temps. L'établissement de soins Queens Meadow sentait l'antiseptique et le chou bouilli. C'était un endroit déprimant, le genre d'établissement où le linoléum s'écaillait au coin et les lumières fluorescentes bourdonnaient avec une fréquence provoquant des maux de tête. C'était tout ce qu'Elena pouvait se permettre.
Il était 23h30 quand elle s'enregistra à la réception. « Vous êtes en retard, Elena », dit l'infirmière de nuit. Madame Higgins, sans lever les yeux de son mot croisé. « Les heures de visite se sont terminées il y a 1 heure. »« Je sais, Madame Higgins. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de le voir. J'ai eu une très mauvaise nuit. » Madame Higgins leva les yeux, voyant les cheveux trempés et les yeux bordés de rouge. Son expression s'adoucit. 5 minutes. Il a été agité ce soir, n'arrêtait pas de demander un manuscrit. Elena marcha dans le couloir faiblement éclairé jusqu'à la chambre 304. Robert Vance était allongé dans le lit, paraissant plus petit qu'elle ne se souvenait. L'AVC lui avait pris la moitié de sa mobilité et une grande partie de son élocution. Mais c'était la perte de son esprit qui faisait le plus mal. C'était l'homme qui avait publié des lauréats du prix Pulitzer. C'était l'homme qui lui avait appris à lire le latin quand elle avait 6 ans. Maintenant, il était un fantôme hantant son propre corps. Elena tira la chaise en plastique près du lit. Elle n'alluma pas la lumière principale, juste la petite lampe de lecture. « Papa », murmura-t-elle, « c'est moi, c'est elle. » Les yeux de Robert s'ouvrirent en flottant. Ils étaient laiteux, flous. Il regarda le plafond, ses lèvres bougeant silencieusement. « JS, marmonna-t-il, vérifiez-les. Vérifiez les marges. Les marges sont bien, papa, dit Elena, sa voix se brisant. Elle tendit la main et prit sa main fragile. Sa peau ressemblait à du parchemin sec. Elle voulait lui dire qu'elle avait vu le monstre. Elle voulait lui dire qu'elle avait regardé Caleb Anthony dans les yeux et utilisé l'éducation que Robert lui avait donnée pour frapper un coup pour leur famille. Mais elle ne pouvait pas. Cela ne ferait que le contrarier. Il vivait dans un passé fragmenté. Le traîner dans le présent douloureux était cruel. « J'ai perdu le travail, papa », confessa-t-elle au silence de la pièce. « Je n'ai pas pu garder la tête baissée. Je suis désolé. Je sais que nous avons besoin de l'argent. Je trouverai autre chose. Peut-être du tutorat. Je trouverai une solution. » Elle posa son front contre sa main et pleura. C'était un pleur silencieux et désespéré. Elle sentit le poids du monde l'écraser. L'enveloppe de Julien était une solution temporaire. Qu'en est-il du mois prochain? Qu'en est-il de l'hiver? Soudain, sa poche vibra. Elle l'ignora. Il vibra encore et encore, une vibration rythmique continue contre sa jambe. Elena essuya ses yeux et sortit son iPhone 8 fissuré. Elle avait 7 appels manqués, 14 messages textes et sa barre de notification était un bloc solide de blanc. Qui m'appelle? Elle ouvrit un message d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, numéro inconnu. Est-ce la nana Vance, la serveuse de LJO? Elle en ouvrit un autre. Chloé, vieille amie d'Oxford. Elle est la nana. Oh mon Dieu, as-tu vu Twitter? Tu es en tête des tendances mondiales. Le cœur d'Elena s'arrête. Son pouce plana au-dessus de l'icône Twitter. Elle était terrifiée. Anthony avait-il déjà lancé une campagne de dénigrement? Était-elle peinte comme une voleuse? Une femme folle? Elle toucha l'application. La première chose qu'elle vit fut une vidéo. C'était tremblant, clairement filmé depuis une table voisine. Table 2, la table du PDG de la technologie. Le titre lisait « Une serveuse vérifie le QA du milliardaire Caleb Anthony en 5 langues. Épique. » La vidéo avait déjà 4,2 millions de vues. Elle avait été postée il y a 2 heures. Elena appuya sur lecture. Elle se vit. La qualité vidéo était granuleuse, mais l'audio était limpide. Elle entendit sa propre voix, stable et résonnante, parlant allemand. Elle vit le choc sur le visage d'Anony. Elle vit la façon dont la pièce devint silencieuse. Elle fit défiler vers les commentaires. Elle s'attendait à de la haine. Elle s'attendait à ce que les gens prennent le parti du milliardaire. Utilisateur 89, je parle mandarin. Ces tons sont littéralement parfaits. Cette femme est un génie. Manger les riches, Caleb Anthony. Se faire posséder par une serveuse est l'énergie dont j'avais besoin cette année. La vraie pauvreté est un manque de vertu. Frisson, aimant latin.
L'a-t-elle juste cité le Sick Transit Gloria Mundi à lui? C'est le mec drop le plus gangster de l'histoire. Vérifiez-moi. Qui est-elle? Internet a besoin de la trouver. Donnez-lui une couronne. Elena Aletta. Elle n'était pas moquée. Elle était célébrée. Mais ensuite, une notification apparut en haut de l'écran. Une alerte de dernière minute d'un blog financier. Wall Street Insider. L'action du fonds spéculatif Anthony chute de 3% dans les transactions après bourse suite à la vidéo virale de l'effondrement du PDG Caleb Anony à LJO. Le téléphone vibra de nouveau dans sa main. Cette fois, c'était un appel. L'identification de l'appelant disait San Francisco CR. Elena la fixa. Il était 0h15 à New York. Cela signifiait qu'il n'était que 21h15 en Californie. Elle répondit « Bonjour ». Sa voix était rauque. « Est-ce Elena Vance ?» Une voix d'homme, confiante, rapide, mais pas méchante. « Oui. »« Qui est-ce » ? « Salut Elena, mon nom est Matteo Thorne. J'étais assis à la table 2 ce soir. Je suis celui qui a filmé la vidéo. » Elena devint froide. « Vous n'aviez pas le droit. Vous avez ruiné ma vie. Anthony viendra après moi. Anthony est fini. » Elena, dit Matteo, sa voix tombant sur un ton sérieux. Il ne le sait juste pas encore. Internet déteste les intimidateurs, mais il aime une prodige. Regardez, je n'ai pas juste appelé pour vous dire que je l'ai filmé. J'ai appelé parce que je vous ai cherché. Elena retint son souffle. Et doctorante d'Oxford en linguistique comparative spécialisée dans les dialectes romans abandonnés il y a 3 ans en raison de difficultés financières. Père Robert Vance, ancien PDG de Vance et Fils Édition. Matteo marqua une pause. Je sais ce qu'Anthony a fait à votre père, Elena. Tout le monde dans l'industrie le sait. Ils n'en parlent juste pas. Elena regarda son père endormi. Que voulez-vous, monsieur Thorne? Je ne veux rien, dit Matteo, mais je pense que le monde veut entendre votre version de l'histoire. J'ai un contact au New York Times. Elle veut une exclusivité demain matin. Et Elena? Oui, ne vous inquiétez pas pour le loyer. Je viens de lancer un GoFundMe pour la serveuse polyglotte. Il est en ligne depuis 20 minutes. Je n'ai pas besoin de charité, dit Elena, sa fierté s'enflammant malgré son désespoir. Ce n'est pas de la charité, la corrigea Matteo. C'est un rappel de salaire. C'est à 50 000 $ déjà. Elena laissa tomber le téléphone sur les draps de lit. 50 000 $. Elle regarda son père. Il bougea dans son sommeil, laissant échapper un doux soupir. « Papa » murmura-t-elle, des larmes coulant de nouveau sur son visage. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes. S'éclaircit la gorge de désespoir. Je pense que les marges changent à l'extérieur de la fenêtre de l'établissement de soins. La pluie s'arrêta. Les nuages se brisèrent, révélant un mince croissant de lune. La tempête était finie, mais le déluge ne faisait que commencer. Le soleil du matin frappa le pavé de Manhattan avec s'éclaircit la gorge, une clarté qui semblait presque aveuglante. Pour Caleb Anthony, cependant, la journée commença dans l'obscurité. Il était assis dans son bureau d'angle au 45e étage, la ligne d'horizon de la ville s'étalant derrière lui comme un royaume conquis. Mais aujourd'hui, le royaume se révoltait. Son téléphone sonnait depuis 5 jours du matin. Son équipe de relations publiques, habituellement une phalange de costumes élégants et de sourires confiants, ressemblait à des survivants d'un naufrage. C'est en tendance sur chaque plateforme, Caleb, dit sa chef de communication, sa voix tendue. Ça, TikTok, Reddit, LinkedIn, même le Financial Times l'a repris. Le titre est Le Standard Anthony, une crise de caractère. C'est un article à charge. Anthony rugit, claquant sa main sur le bureau en acajou. C'est une serveuse mécontente et insignifiante. Publiez une déclaration. Dites qu'elle était ivre. Dites qu'elle volait de l'argenterie. Je m'en fiche. Discréditez-la juste. Nous ne pouvons pas, l'avocat interjeta l'air pâle. Il y a des témoins. Le PDG de la technologie, Matteo Thorne.
Il a corroboré son histoire et Julian est parti. Anthony se figea. Quoi? Julian a posté une déclaration sur Instagram il y a 1 heure. L'avocat fit glisser un iPad sur le bureau. Il y avait une photo d'une valise près d'une porte. La légende lisait « La beauté s'estompe, mais la dignité est éternelle. J'en ai fini d'être un accessoire. Merci à la femme en noir de m'avoir réveillé. » Il se tient avec Elena. Anthony fixa l'écran. Les murs se refermaient. Il ne perdait pas d'argent. Pas encore. Mais il perdait quelque chose de bien plus précieux pour un narcissique, sa narration. Il n'était plus le titan de Wall Street. Il était le méchant dans le voyage héroïque de quelqu'un d'autre. À 5 miles de là, dans un petit café bondé à Astoria, Elena Vance était assise en face de Sarah Jenkins, une journaliste d'investigation senior pour le New York Times. Elena portait son seul bon pull, une laine gris anthracite qui avait connu des jours meilleurs. Elle se sentait exposée, vulnérable. Les autres clients chuchotaient. Un barista avait écrit pour le génie sur sa tasse de café latte. « Je ne veux pas le détruire, » dit Elena doucement, ses mains enroulées autour de la tasse chaude. « Ce n'est pas qui je suis. Je veux juste que les gens comprennent que la dignité n'est pas un prix. » Sarah hocha la tête enregistrant chaque mot. « Elena, la vidéo est puissante, mais c'est votre histoire qui en fait une histoire. La compagnie de votre père. Le fait qu'Anthony soit la raison pour laquelle vous servez des tables, c'est la tragédie. Les gens l'appellent le comte de Monte Cristo avec une carte des vins. Mon père, Alalanena, regarda par la fenêtre. Il ne sait pas. Il ne peut pas savoir. S'il découvre que j'ai combattu ces batailles, ça pourrait le tuer. Il pense que je suis toujours juste en train d'étudier. Le GoFundMe a atteint 200 000 $ ce matin, dit Sarah doucement. Vous pouvez lui obtenir les meilleurs soins du monde maintenant. Vous n'avez plus à le protéger de la vérité. Vous pouvez le protéger avec la vérité. Elena baissa les yeux vers ses mains, les mains qui avaient frotté des comptoirs, poli de l'argent et porté le poids des insultes de Caleb Anthony. « Je veux finir mon diplôme, » dit Elena, sa voix gagnant en force. « C'est ce que je veux que l'article dise. Je ne veux pas être une célébrité. Je veux être Dr. Vance. Je veux finir ce qu'il a commencé. » L'article est tombé dimanche. Il était intitulé « Le langage de la dignité ». Comment une serveuse a fait taire Wall Street. C'était une sensation. Il n'a pas juste détaillé le dîner, il a détaillé l'histoire de Vance et Fils Édition. Il a brossé un portrait d'une famille brisée par l'avidité des entreprises et d'une fille qui avait sacrifié ses rêves pour garder son père en vie. Le lundi matin, le fonds spéculatif Anthony était en chute libre. Les investisseurs, effrayés par le tollé public et la nature virale du scandale, qui était maintenant appelé Anthony Gate, commencèrent à retirer leur argent. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Caleb Anthony entra dans la salle de conseil. Il s'attendait à des alliés. Il trouva des bourreaux. Caleb, dit le président du conseil, ne se levant pas. Nous pensons qu'il est préférable que vous démissionniez. Démissionner, Anthony rit. Un son aigu et maniaque. J'ai construit ça. Vous ne pouvez pas me virer à cause d'une serveuse. Nous ne vous virons pas à cause d'une serveuse, dit froidement le président. Nous vous virons parce que vous êtes devenu un passif et parce que franchement, Caleb, nous avons tous regardé la vidéo. Vous avez l'air petit et dans ce métier, vous pouvez être cruel, vous pouvez être avide, mais vous ne pouvez pas être petit. Caleb Anthony fut escorté hors de son propre bâtiment par des gardes de sécurité qui, quelques jours auparavant, avaient été trop effrayés pour le regarder dans les yeux. Alors qu'il se tenait sur le trottoir tenant une boîte de ses effets personnels, un passant le reconnut. « Hé !» cria l'enfant. « Lu de bons livres dernièrement ?» Le rire qui le suivit dans la rue était pire que n'importe quelle faillite. Les saisons à Oxford tournaient avec une sorte de grâce lourde et délibérée qu'Elena Vance n'avait jamais expérimentée dans les canyons de béton frénétiques de New York. Ici, le temps ne s'écoulait pas à une heure facturable ou en rotation de quart. Il se mesurait au changement des feuilles,
à l'accumulation de poussière sur les hautes étagères et au lent, régulier grattement des stylos contre le papier. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où la pluie avait emporté sa vie de serveuse. Elena était assise dans le coin de la bibliothèque Bodleian, une cathédrale de savoir qui sentait le parchemin sec et la cire d'abeille. Le silence ici était différent du silence à Eljo. Ce silence avait été oppressant, un vide où les riches s'attendaient à ce que les pauvres disparaissent. Ce silence était lourd, plein de pensées. Elle regarda l'écran de l'ordinateur portable devant elle. Le curseur clignotait à la fin d'un document de 300 pages. La sémiotique du pouvoir, comment le dialecte construit la hiérarchie sociale. C'était sa thèse, le travail qu'elle avait abandonné il y a 3 ans quand les comptes bancaires se sont gelés et que les créanciers sont venus frapper à la porte. Le travail que Caleb Anthony avait rayé comme la fantaisie d'une fille analphabète. Elena tendit de la main, ses doigts planant au-dessus des touches. Ses mains, autrefois rouges et gercées par la solution désinfectante et l'eau de vaisselle, étaient guéries. Les callosités s'estompaient, remplacées par les taches d'encre d'une érudite. Elle tapa la dédicace finale à Robert Vance, qui m'a appris que les mots sont la seule monnaie qui ne se dévalue jamais. Elle pressa entrer, puis soumettre. Un poids physique lourd comme une pierre sembla se lever de sa poitrine. Elle ferma les yeux, exhalant une respiration qu'elle sentait d'avoir retenue depuis cette nuit à Manhattan. Elle n'était plus juste une sensation virale. Elle n'était plus juste un cas de charité ou un symbole de la guerre des classes. Elle était de Elena Vance. Son téléphone reposant s'éclaircit la gorge. Sur une pile de livres de référence vibra doucement. C'était l'appel vidéo hebdomadaire. Elena ajusta l'écran, affichant un sourire qui venait naturellement maintenant. « Bonjour, papa. » L'image vacilla et se stabilisa. Robert Vance était assis dans le solarium du Silverleaf Rehabilitation Center à Surrey. L'établissement ne ressemblait en rien à l'entrepôt sinistre éclairé au fluorescent dans le Queens. Ici, d'énormes fenêtres donnaient sur des jardins anglais vallonnés. Il y avait de la lumière. Il y avait de la dignité. « Elena », dit Robert. Sa voix était toujours lente, les voyelles légèrement allongées par les restes de l'AVC, mais le brouillard qui avait enveloppé son esprit pendant des années se levait. « Tu as l'air fatigué, le bon genre de fatigué. »« Je l'ai fini, papa, » murmura-t-elle, l'émotion lui coupant la gorge. « J'ai soumis la thèse. » Les yeux de Robert, autrefois laiteux et vacants, se plissèrent au coin. Il tapota son doigt contre l'accoudoir de son fauteuil roulant. Un mouvement rythmique et délibéré. « Dr. Vance, dit-il, testant le poids du titre, il vous convient mieux que le tablier. » Elena rit, essuyant une larme isolée. « Bien mieux que le tablier. » Elle se pencha plus près de l'écran. « J'ai autre chose à vous dire. Quelque chose à propos des affaires. » Le visage de Robert se crispa presque imperceptiblement. La mention de Vance et fils apportait habituellement une ombre sur lui, une douleur fantôme de l'empire qu'il avait perdu. « C'est une bonne nouvelle, » l'assura Elena rapidement. « J'ai reçu un dossier légal ce matin du nouveau groupe de propriétaires qui a racheté les actifs d'Anony. » Robert resta silencieux, écoutant. « Ils ne sont pas juste en train de liquider, papa. Ils ont fouillé les archives. Ils ont réalisé que la liste de fonds, les livres que vous avez édités, les auteurs que vous avez découverts, c'est là que se trouvait la vraie valeur. Ils lancent une nouvelle empreinte le mois prochain. » Elle prit une inspiration. Ils l'appellent la collection Vance, et ils veulent payer des redevances rétroactives sur la propriété intellectuelle. Ils ont dit qu'ils voulaient restaurer le nom à sa juste place. Pendant un long moment, le seul son fut le statique de la connexion. Robert Vance regarda par la fenêtre du solarium, observant un jardinier tailler un rosier. Quand il se retourna vers la caméra, son menton était levé. L'homme vaincu qui avait marmonné sur les marges dans l'obscurité était parti. « Il pensait pouvoir nous effacer, » dit Robert, sa voix tombant à un murmure bas et féroce. Il pensait que l'argent était une gomme. « Il avait tort, » dit Elena. « Lisez-moi,
demanda Robert, sa voix s'adoucissant. Juste un paragraphe pour célébrer. Helena tendit la main dans son sac. Elle ne sortit pas un texte linguistique. Elle sortit une copie de poche abîmée du Comte de Monte Cristo, le livre qu'elle avait lu lors de ses trajets en métro pour Sécar et Lojo. Elle l'ouvrit à la dernière page. « Vivez donc et soyez heureux, enfants bien-aimés de mon cœur. Et n'oubliez jamais que jusqu'au jour où Dieu daignera révéler l'avenir à l'homme, toute la sagesse humaine se résume en ces deux mots. Attendez et espérez. Attendez et espérez, répéta Robert, fermant les yeux. Nous avons attendu, elle. Nous avons attendu. L'air du soir à Oxford était vif, portant l'odeur de la pluie sur les pavés, une odeur qui faisait autrefois frissonner Helena de terreur, mais qui maintenant semblait purifiante. Elle marcha dans les rues étroites et sinueuses vers le bouchon rouillé, un petit bar à vin chaleureux niché à l'écart de l'agitation touristique principale. C'était le genre d'endroit avec des planchers inégaux et de la cire de bougies dégoulinante sur les tables, imparfait, intime et réel. Matteo Thorne était déjà là, assis à une table d'angle. L'homme qui avait filmé la vidéo, l'homme qui avait lancé par inadvertance sa nouvelle vie, s'éleva alors qu'elle approchait. Il avait l'air déplacé dans son sweat à capuche stylé de la Silicon Valley au milieu du tweed d'Oxford, mais son sourire était authentique. « Dr. Vance, je présume ?» Matteo sourit, tendant une main. « Pas officiellement avant la soutenance, » corrigea Helena, prenant sa main chaleureusement. « Mais assez proche. C'est bon de vous voir, Matteo. » Ils s'assirent. L'atmosphère était facile. Au cours des 6 derniers mois, Matteo était devenu une sorte d'étrange confident, un pont entre le monde qu'elle avait quitté et le monde qu'elle construisait. « Alors, dit Matteo, se penchant en arrière, « Internet demande toujours de vos nouvelles. Je reçois des messages directs chaque jour. Où est la serveuse polyglotte? Se présente-t-elle à une fonction? A-t-elle acheté un yacht? » Helena rit, secouant la tête. Pas de yacht, juste des frais de scolarité et des factures de physiothérapie. J'aime le calme, Matteo. J'ai passé trop de temps à devoir me produire pour les gens. Je suis heureuse juste d'être ennuyeuse. Ennuyeux, c'est bien. Matteo hocha la tête, puis son expression devint plus sérieuse. En parlant de performance, je pensais que vous voudriez savoir. La SEC a conclu son enquête sur le fonds spéculatif Anthony Here. Helena marqua une pause. Elle n'avait pas cherché le nom de Caleb Anthony sur Google depuis des mois. Et c'est un bain de sang, dit Matteo, non pas avec joie, mais avec une froide déclaration de fait. Délit d'initié détournement de fonds fraude. Il s'avère que lorsque vous traitez vos employés comme des ordures, ils ne déchiquettent pas les documents incriminants quand les fédéraux viennent frapper à la porte. Ils les remènent. Où est-il? Il est en liberté sous caution, vivant dans une maison d'hôte dans le New Jersey. Sa femme l'a quitté, s'éclaircit la gorge, a pris la maison, les voitures, tout. Julian a témoigné contre lui. Il est insignifiant, Helena. Il entre dans une pièce maintenant, et les gens ne le craignent pas. S'éclaircit la gorge. Ils le plaignent juste. La nena baissa les yeux vers le bois rayé de la table. Elle s'attendait à ressentir du triomphe. Elle s'attendait à une poussée de justification, mais tout ce qu'elle ressentait était une libération tranquille. Le monstre sous le lit s'était rétréci en un homme triste et seul dans le New Jersey. « Il n'a jamais été riche, dit Helena doucement. Il avait juste beaucoup d'argent. Il y a une différence. » Juste à ce moment, une ombre tomba sur leur table. « Bonsoir. » Une voix se brisa. Un jeune serveur se tenait là. Il ne pouvait pas avoir plus de 19 ans. Il était pâle, ses mains tremblant visiblement, alors qu'il tenait une bouteille de vin rouge et un tire-bouchon. Son uniforme était légèrement trop grand pour lui, les manches se tassant à ses poignets. « J'ai le pinot noir que vous avez commandé, » balbutia le garçon. Il avait l'air terrifié. Il avait l'air exactement comme Helena s'était sentie 1000 fois. Il essaya d'insérer le tire-bouchon, sa main glissa. Le métal racla contre le verre avec un crissement dur.
Je suis désolé, halèta le garçon, reculant comme s'il s'attendait à être frappé. Je suis tellement désolé. Je suis nouveau. Juste Matteo ouvrit sa bouche, peut-être pour dire « c'est bon ». Mais la nena leva une main. Elle vit la panique dans les yeux du garçon. Elle vit le fantôme de Caleb Anthony planer au-dessus de son épaule. La peur de l'erreur, la peur de l'étiquette analphabète. La nena se leva lentement. Et elle ne le domina pas de sa hauteur. Elle s'éclaircit la gorge, se déplaça à son côté, entrant dans son espace non pas comme une cliente, mais comme une alliée. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle, sa voix basse et ancrante. « Léo, souffla-t-il. « Léo, dit Elena. Regardez-moi. » Il leva les yeux écarquillés. « Vous allez bien, dit-elle. Le vin ne va nulle part, et nous non plus. » Elle tendit la main et couvrit doucement ses mains avec les siennes. Ses mains étaient instables. L'astuce, dit-elle, glissant en français sans y penser, puis se corrigeant en anglais, est de ne pas combattre la bouteille. Laissez le levier faire le travail. C'est de la physique simple. Vous êtes plus fort que le bouchon. Elle guida sa main. Elle ajusta l'angle de la vis. Tournez, lui dit-elle doucement. Maintenant tirez lentement. Respirez dehors. Pop. Le bouchon émergea en douceur, intact. Un riche arôme de cerises noires emplit l'air entre eux. Léo fixa la bouteille, puis Elena. Un afflux de soulagement submergea son visage, le transformant d'un enfant terrifié en un jeune homme fier. « Merci, murmura Léo. J'étais tellement nerveux. Le gérant regarde. » « Dites au gérant, dit Elena, regardant vers le bar où un homme à l'air sévère regardait, que vous avez fourni un excellent service, parce que vous l'avez fait. » Léo versa le vin, un versement régulier et parfait, et se retira, marchant avec un élan retrouvé dans son pas. Matteo regarda la scène se dérouler, un air de profond respect sur son visage. Il ramassa son verre. « Vous savez, dit Matteo doucement, vous auriez pu juste lui dire que c'était bon. Mais vous l'avez enseigné. »« Caleb Anthony m'a appelé analphabète, dit Elena, ramassant son propre verre. Le vin capta la lumière de la bougie, brillant comme un rubis. Il pensait que cela signifiait que je ne pouvais pas lire. Mais la vraie analphabétisme est l'incapacité de lire les gens. C'est l'incapacité de lire la juste ou la douleur ou le potentiel. » Elle regarda la chaise vide où le serveur s'était tenu, et puis par la fenêtre vers la nuit d'Oxford. J'ai passé des années à servir des gens qui pensaient qu'ils étaient meilleurs que moi, parce qu'ils étaient assis à table pendant que je me tenais debout, conclut Elena. Mais j'ai appris quelque chose ce soir, Matteo. Qu'est-ce que c'est? La vue est bien meilleure quand vous aidez quelqu'un d'autre à se lever. Elle cliqueta son verre contre le sien. Le son résonna clair, résonnant et final. « Au marge, dit Elena. »« Au marge, répondit Matteo. Ils burent. Le vin était un simple pinot noir coûtant peut-être $40 la bouteille. Mais alors qu'Elena avalait, goûtant la terre et le fruit, elle savait la vérité. C'était la chose la plus riche qu'elle y ait jamais goûtée. Et c'est l'histoire de comment une serveuse analphabète a fait tomber un milliardaire sans lancer un seul coup de poing, juste en utilisant le pouvoir de son esprit. C'est un rappel que la vraie classe ne concerne pas ce que vous portez ou ce que vous conduisez. C'est sur la façon dont vous traitez les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Elena Vance a enseigné au monde que les mots sont des armes, et quand vous les aiguisez avec la connaissance, aucune somme d'argent ne peut protéger un intimidateur. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de karma, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir et me fait savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'inspiration aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous et sonnez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place d'Elena? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et resté